Bonjour tout le monde. Mercredi 27 mai, 14 heures. Nous en sommes à notre 12e édition des mercredis Startup. Aujourd'hui, très heureux d'accueillir Louis Vachon, président de la Banque nationale, et les entrepreneurs David Côté, fondateur de Loop Mission, et Rodolphe Barrère, CEO et cofondateur de Potluck. Donc, aujourd'hui, on a au programme une discussion avec nos amis entrepreneurs ici. On va ensuite enchaîner avec Louis Vachon pour la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter à participer activement. On va avoir une discussion ouverte avec David et Rodolphe sur l'entrepreneuriat durant la crise, sur la culture d'entreprise. On a ici deux entreprises qui ont eu à modifier leur façon de faire durant la crise. Donc, ça va être au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner avec Louis Vachon, donc président de la Banque, sur le rôle que la Banque a joué durant la crise jusqu'à date. Également, le rôle que la Banque joue auprès des entrepreneurs ensuite. Puis aussi avoir la perspective de Louis sur la relance, sur les tendances lourdes qui s'installent, qui vont s'installer dans les prochains mois. Donc, avoir ces lanternes là-dessus, ça va être assez éclairant. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. Très content de vous avoir en grand nombre, encore une fois, avec nous. Et on va... Salut Patrick, ça va? Bonjour Louis, ça va bien? Ouais. Donc, on pourrait... je proposais qu'on démarre avec nos amis entrepreneurs pour te laisser le temps de trouver la connexion vidéo si tu le souhaites. Ouais, mais enfin, en tout cas, vous ne manquez pas grand-chose. Écoute, ça va être probablement, it's probably going to be a relief if you don't have me on video. Tu sais, je pense que c'est ça. Non, je sais pas, il y a un problème avec mon Zoom qui a très bien fonctionné la semaine passée, là. Puis pour une raison quelconque, je suis juste capable de rentrer sur l'audio et non pas sur la vidéo. Ben, si alors, écoute, juste pour être safe, là, allons-y. Là, comme je dis, vous ne manquez pas grand-chose. Hein. Bon, ben, on va démarrer avec toi dans ce cas-là, tant qu'à t'avoir, Louis, puis on va enchaîner ensuite avec ces messieurs pour la suite. Puis si jamais tu trouves une façon de connecter en vidéo, ça sera tant mieux. Donc, Louis, merci de prendre le temps avec nous. Tu as vraiment, là, depuis le début de la crise, été très actif, très présent. Cellule de crise à la banque. Tu as été sur tous les feux et les fronts pour ta business. Puis, je suis très content que tu donnes un peu de temps aujourd'hui, que tu nous accordes un peu de temps pour parler aux entrepreneurs. Tu sais que ce forum ici, les webinaires qu'on fait tous les mercredis, donc on appelle les mercredis Startup, s'adresse aux entrepreneurs. Il y a plus de 250 personnes qui visionnent chaque semaine ces entrevues. Donc, merci de participer, de donner ton temps pour partager ton expérience et ta perspective. Avec plaisir. Puis bonjour tout le monde sur l'appel. Alors, on a le plaisir de passer les prochaines 15, 20, 25, 30 minutes avec vous autres. Absolument, absolument. Puis on va, je vous rappelle, je rappelle aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions à Louis. Donc, gênez-vous pas, il y a une section Q&A dans Zoom qui vous permet de poser des questions. On va pouvoir les prendre à la volée puis y répondre à la fin de notre échange avec Louis. J'ai plusieurs thèmes, moi, puis tu sais, je t'ai déjà vu présenter, Louis. Tu es excellent en passant comme présentateur, le banquier le plus je dirais, le meilleur performeur comme présentateur, comme banquier que j'ai vu. Donc, tu mets pas la barre bien haute en main. Et je sais que la banque est très impliquée dans l'écosystème startup. C'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir ici aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on commence par parler du rôle que la banque a joué à date dans la crise, puis le rôle que tu as voulu que la banque joue auprès des entrepreneurs. Commençons avec ça. Puis, on va enchaîner ensuite sur d'autres thèmes. J'ai vu ton entrevue ce matin dans la presse. Là, on va parler de ça également. Donc, commençons avec le rôle que la banque a joué jusqu'à date, puis auprès des entrepreneurs également.
Ben, écoutez, on l'a essayé d'une part, comme tout le monde, là, que vous ayez une petite entreprise ou une grosse entreprise, quand il arrive une crise, un choc exogène comme la bébite COVID-19, où il n'y a vraiment pas de, il n'y avait pas de précédent en tant que tel, là. De faire une suspension de l'activité économique pour des fins sanitaires, ça n'a jamais été vu là, en tant que tel, en tout cas, certainement pas dans les 100 dernières années. Et donc, ça a amené toutes sortes de défis à essayer de comprendre. Pour nous, au tout début, évidemment, c'était de protéger puis de rassurer nos employés puis nos clients. Comment donc on s'est retrouvé du jour au lendemain à envoyer essentiellement 13 000 employés à travailler en télétravail, ce qui a très bien fonctionné. Dieu merci. Au Québec, on remercie les tempêtes de neige. Parce que nous, tous les grands épisodes de télétravail qu'on avait eu auparavant étaient reliés à des épisodes de tempête de neige. Oui, puis on l'avait testé, je pense qu'on avait eu une en janvier, si je me rappelle bien, puis on l'a monté jusqu'à 6 000 de VPN, de personnes sur le VPN. Ouais. Alors là, il fallait monter à 12-13 000 assez rapidement, ça a été fait. Maintenant, nous, on avait une duelle problématique. C'est que oui, on rassure, les gens s'en vont à la maison, à le télétravail. J'en ai 6 500 autres qui doivent se présenter en succursale, puis dans les centres d'appel. Où on a, à l'époque, on avait 4 centres d'appel avec 2-3 personnes chaque dans les centres d'appel. Donc, pas tout à fait prêt pour la distanciation sociale. On est passé de 4 centres d'appel à 18. Wow. Pour faire respecter la distanciation sociale. Les succursales, 75% des succursales sont restées ouvertes, puis il a fallu mettre des procédures en place pour protéger les clients et les employés. Et rassurer tout le monde. Donc, ça a été quoi au début? Énormément de communication, là, beaucoup de communication. Moi, je fais un appel aux 2 semaines avec les employés, où habituellement on a 8 à 9 000 employés sur le téléphone. L'autre semaine en rotation, c'est ma VP exécutive ressources expérience employés. Donc, à tous les semaines, on a des communications au moins, puis on parle de 5-10 minutes, puis on prend les questions pour le reste du temps. Les gens veulent juste être rassurés, puis ça, je pense que c'est tout à fait normal. Et puis, donc, c'était vraiment au début, c'était vraiment assurer la protection physique des employés et des clients, puis s'assurer que l'infrastructure fonctionne. Après ça, on est rentré dans la gestion de la crise financière rattachée au COVID-19 en tant que tel, donc une période de volatilité extrême. Je te dirais que ces semaines-là, je vous dirais que c'était la deuxième, troisième, quatrième semaine de mars. Je l'ai passé beaucoup dans notre salle de marché avec nos chums là-bas, là. Parce qu'on avait des éléments de volatilité à peu près qu'on n'avait jamais vus. Même en 2007-2008, moi, je suis sorti de la crise 2007-2008 en me disant sacrément, au moins j'avais passé au travers de ça, mais j'en verrai plus quelque chose de même. Non seulement j'ai vu pas quelque chose de même, j'ai vu pire. Le mois de mars cette année, c'était pire que 2007-2008, puis j'étais sûr que j'en verrai jamais ça. Alors bref, never say never, comme on dit. Alors ça a été beaucoup là-dessus. Puis après, dans ce contexte-là, je gérais mes cambistes pour s'assurer, puis on gérait nos risques pour s'assurer que personne panique. Puis en même temps, on avait le dialogue avec Finance à Ottawa pour les mesures de protection puis de soutien à l'entrée. Puis en plus, la Banque du Canada. Parce que eux, la Banque du Canada a mis en place des procédures, puis il fallait filer de l'information à la Banque du Canada, dire hey, savais-tu que le marché du papier commercial ne fonctionne plus au Canada en passant? Donc, ce genre de commentaires-là, vous allez devoir accélérer vos procédures. Donc, 2 fois par semaine, on avait des rencontres régulières avec la Banque du Canada et le ministère des Finances. Ouais. Et puis, puis après ça, après quelques semaines, on a pris notre beat. On s'est habitué à gérer tout ça. Et et puis là, les dialogues continuent, mais c'est plus comment on gère le déconfinement, comment on gère la transition, comment on gère la période entre aujourd'hui, qui est la période de déconfinement, le début du déconfinement, jusqu'à temps qu'un remède vaccin soit développé, puis comprendre quelles sont les mesures de distanciation sociale, puis aussi important, quels sont les secteurs de l'économie et les régions au Canada puis au Québec qui vont être plus impactées, puis ceux qui vont être moins impactés, puis comment nous, comme banque, on agit là-dessus. L'autre chose, nous avons dû agir assez rapidement pour travailler avec des clients. On a
près de 70 000 clients qui nous ont signifié, clients particuliers qui avaient des difficultés, pourraient avoir des difficultés à payer leurs intérêts sur leurs prêts. Donc, on a mis en place des mesures d'allègement. Et au niveau de l'entreprise, c'est environ 4 000 entreprises à qui on a fourni des mesures d'allègement au niveau des paiements là, pour s'assurer là, qu'il y avait un petit peu plus d'espace et d'oxygène pour les prochains mois. Encore là, la majorité de ces gens-là, c'est pas une question de négligence. Là. Il n'y a pas grand modèle d'affaires qui résiste à une fermeture complète de l'économie durant 6 semaines. Ouais. Alors, on l'a dû nous-mêmes, mais aussi les autres membres de l'industrie, on a dû faire preuve de flexibilité de ce côté-là. Avez-vous eu beaucoup de demandes d'entrepreneurs pour les prêts garantis? Là, puis... 4 000, la date, environ 4 000. OK. 4 000. OK. Ouais. Ce qui représente à peu près 4 milliards de prêts. On a eu 20 000 participants, nous, cependant, au prêt CIBA. Donc, ça, c'est le prêt, excusez-moi, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme français, mais ça, c'est le prêt de 40 000 $. Oui, c'est ça. Oui, qui s'adresse aux entreprises qui ont entre au moins un minimum de 20 000 de masse salariale payée dans une année, jusqu'à 1 million. Et dont 25 s'il est remboursé à l'intérieur de 2 ans, devient effectivement une subvention. Alors ça, il y a eu beaucoup d'intérêt. C'est 1 milliard. Nous, juste pour notre clientèle, c'est environ 20 000 clients qui ont participé à ce programme-là, qui est un programme qui est simple et je pense qui est bien construit. Là. Ben oui, alors, le fort constamment. C'est une façon rapide de libérer des liquidités pour les il n'est pas parfait. Ça exclut les gens qui se payent en dividendes. Ça exclut les gens qui n'ont pas des employés, mais ont plus des contractuels. Mais on croit comprendre d'Ottawa qu'ils vont élargir les critères d'éligibilité pour permettre justement là, les structures de dividendes et les structures contractuelles d'être inclus dans le processus. Ils ont quand même été à l'écoute là, depuis le début. Ils ont lancé des programmes en mode agile. C'est sûr, là. C'était très en mode agile. Puis en même temps, je peux le dire, on l'a vu, là, la raison qu'ils ont passé par les banques pour faire le programme du prêt à 40 000 $, c'est que nous, au moins, notre participation, on minimise les risques des fraudes. C'est-à-dire que vous devez appliquer à votre banque avec qui vous avez une relation. Absolument. Donc, il n'y avait pas de processus d'ouverture de compte. Puis nous, on peut déjà confirmer que vous existez déjà, puis que vous êtes en affaires, puis que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, les opérations sont légitimes. Donc, oui, il y avait le gouvernement, tant au niveau provincial que fédéral, ont agi rapidement, mais ils n'ont pas lancé l'argent par les fenêtres. Là. Au moins, il y avait un minimum en place pour s'assurer que le contribuable était protégé puis qu'on minimisait le risque de fraude. Puis quand même, c'est pas parfait, là, mais dans un contexte où il fallait bouger rapidement, c'est quand même pas mal bon. Là. Vitesse puis validation contre la fraude, moi, je trouve que c'était le meilleur véhicule pour passer par une institution comme la vôtre. Parle-moi un peu de puis je sais que tu aimes beaucoup la stratégie. Comment tu vois, là, puis je lisais ton entrevue ce matin là, de la finance à la Star Trek. Le mot-clé là-dedans que je comprends, c'est qu'on est face à une grande incertitude, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu vois comme tendance là qui est en train de s'installer puis qui va être irréversible? Qu'est-ce que tu vois à l'heure actuelle? La COVID, la COVID, une des choses qui est nouveau dans la COVID, c'est que pour une nouvelle génération, ou même 2 générations d'entrepreneurs et d'investisseurs, on introduit de belle façon le risque d'un choc exogène. Puis ça, je pense que ça va marquer une génération. C'est-à-dire, genre, tout va bien, d'un coup, bang, quelque chose qu'on n'a pas vu, un virus, ça peut être mère nature, ça peut être un conflit géopolitique. Un choc exogène peut arriver et en dedans de quelques semaines, transformer une organisation prospère en une organisation qui a de la difficulté à survivre. Alors ça, je pense que ça va marquer l'imaginaire. C'est un défi pour la société, c'est un défi pour les banques, c'est un défi pour tout le monde, de s'assurer que ce choc exogène-là, qu'on prenne les bonnes leçons, mais que les gens ne deviennent pas traumatisés par le choc exogène. Parce que si on devient traumatisé des chocs exogènes, ben l'appétit de risque dans une société peut baisser. Oui. On peut se ramasser avec moins d'entrepreneurs et moins de prise de risque. Puis on sait tous qu'à long terme, on est perdant, c'est ça qui se produit. Absolument. Ça, c'est la première chose. Donc, il va falloir rester équilibré puis balancé dans la gestion de la crise, puis aussi dans les leçons de l'après-crise. Alors, ça, c'est la première chose. L'autre chose, ben, comme tu savais, on en a parlé là, pour ceux qui ont réussi à rester réveillés durant mes speeches là, que je donne là, sur les quatre grands changements. Là.
On avait 4 révolutions de face actuellement, là. 4 grands changements. Le technologique, Oui. changement climatique, Oui. une courbe démographique qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Puis en plus, comme c'était pas assez 3, depuis quelques années, c'est rajouté le grand retour là, des tensions géopolitiques là, avec le conflit, la détérioration de la relation entre l'Occident et la Chine. Donc, toutes des choses que je vois ça complètement nouvelles. Bon, des révolutions technologiques, on en a vu d'autres. C'est clair, on l'a vu, le COVID a accéléré la digitalisation de l'économie. Aucun doute là-dessus. Oui. Nous, on le voit sur 2 passes. Juste au mois de mars, on a eu 71 000 clients de démographie plus âgés qui ont signé pour dépôt direct de leur compte, de leurs paiements gouvernementaux, dans un seul mois, 71 000. Ça, c'est les gens qui, traditionnellement, allaient en succursale, disaient bonjour à leur caissière favorite puis déposaient leur chèque. Oui. Dans un mois. Donc, ça, c'est, tu sais, que quelqu'un qui a 20 ans, qui est digitalisé, c'est pas une grande surprise. Mais quelqu'un qui va surtout dans les services physiques qu'il fait, tu vois qu'il y a eu une accélération réelle de ce côté-là. L'autre chose, évidemment, on l'a vu avec le pourcentage de la population qui s'est retrouvée en télétravail. Ça aussi, ça a été un changement. Alors, on l'a vu, il y a l'accélération de la digitalisation. Donc, au niveau technologique, de ce côté-là, ça va continuer, ça n'a pas ralenti, ça a même accéléré la révolution technologique. Au niveau climatique, grand point d'interrogation. Beaucoup de monde disent « Ah oui, ça va être automatique. Grâce à cette crise-là, les gouvernements vont investir plus, puis on va accélérer la transition pour sortir du carbone vers l'énergie renouvelable. » C'est pas clair dans mon esprit, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le prix très faible des prix d'énergie actuellement, non renouvelable, le pétrole très bas, le gaz naturel très bas, d'après moi, va rendre plusieurs projets d'énergie renouvelable non compétitifs. Au Québec, je ne suis pas trop en inquiétude, là. Je pense que la population est rendue là. Dans le sud des États-Unis, pas clair, moi. Ouais. Qui ne retourneront pas au pétrole, qui ne retourneront pas au gaz naturel. Absolument. Dans les pays émergents, pas clair pantoute, moi non plus, qu'il va y avoir une grande poussée. Puis le PEP, c'est clair, le PEP essaie de squeezer les producteurs de pétrole et gaz en Amérique du Nord, mais il essaie là aussi de squeezer les projets d'énergie renouvelable sur la planète en gardant les prix d'énergie bas comme ils l'ont fait. C'est sûr que le COVID a créé une baisse forte du prix d'énergie du pétrole, mais aussi la guerre des prix qui avait commencé avec l'Arabie saoudite avant la crise du COVID a empiré la situation. Donc, le climat, d'après moi, oui, ça va se poursuivre, mais ça sera pas si simple que ça. Parce que je pense que si les prix d'énergie non renouvelables restent très bas, bien, ça rend les coûts d'une transition vers hors carbone, pour sortir du carbone, plus cher que l'arrêté normalement. La démographie, ben c'est la même réalité. Ça, je pense pas qu'il y ait tellement de changements. Sauf que, évidemment, le télétravail va peut-être changer les pratiques des familles, puis comment on gère sa vie. Puis géopolitique, ben c'est sûr, il y avait déjà des tensions. Puis le COVID quand tu rajoutes une couche de peur puis d'inquiétude dans la population, habituellement, ben ça empire la géopolitique. Ça améliore pas la situation, ça l'empire. Donc ces 4 révolutions-là sont accélérées. La majorité d'entre elles sont probablement accélérées par la crise du COVID. Donc, alors tout ce qui est de changement, puis de gestion de transformation, puis de disruption, je pense que l'agenda est tout à fait là encore. Là. Donc, toujours pertinent. Donc, le besoin d'entrepreneurship, donc le besoin de start-up dans une économie. Oui, absolument. Merci, Louis. Très, très bon insight. L'autre question qui me brûle les lèvres, c'est ta perspective sur la relance. Là, donc, voici le constat maintenant. Comment est-ce qu'on voit la reprise économique au Québec? C'est quoi ta perspective là-dessus? Puis comment tu vois ça peut-être par étapes ou c'est quoi les grands secteurs qui vont devoir contribuer? Puis comment les startups peuvent jouer un rôle là-dedans aussi? Peut-être aborder ta perspective là-dessus. Ben, écoute, d'une part, c'est pour ça que je faisais référence à Star Trek là, dans ma conférence. Oui. C'est bon, c'est une économie qui sort d'une période de confinement, on l'a jamais vu ça. Donc, c'est go where no one has gone before. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que essayer de voir comment tout ça va évoluer. Maintenant, on a des théories, là, c'est pas la sainte vérité, là. Puis j'ai pas de boule de cristal. Mais qu'est-ce qu'on pense, c'est que la majorité de l'économie va sortir assez bien du déconfinement. Ce qui reste vulnérable, la partie de l'économie qui reste vulnérable
en sortant du confinement, jusqu'à temps qu'on développe un vaccin ou un remède qui va éliminer les besoins de distanciation sociale, c'est la partie ce qu'on appelle l'économie discrétionnaire. Ouais. Donc, les restaurants, voyages, Ouais. loisirs qui impliquent là, plus que 2 personnes, là. Commerce au détail de biens moins essentiels que la nourriture puis autre chose, là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'économie discrétionnaire. C'est 10 du PIB au Québec, mais c'est 20 des jobs. Oui. Et donc, ça fait un bout de temps là, que c'est identifié. Là, ça fait au moins un mois ou deux qu'on parle de ça, là, que ça va être plus long. Ceci étant dit, oui, le défi va être là, mais je pense que l'aide, le soutien gouvernemental va être plus présent. Également pour soutenir ces secteurs-là. Puis évidemment, rattaché à ça, ce serait les secteurs immobiliers qui servent ces différents. Puis je rajoute à ça l'hébergement, les hôtels, les motels, ce genre de choses-là. Donc, c'est clair que ça, c'est des endroits où la relève puis la reprise vont être plus difficiles. Mais c'est peut-être aussi des endroits où des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des nouveaux modèles d'affaires pourraient être intéressants, pourraient contribuer à repartir l'économie. Oui. Puis moi, on a vu là, des exemples, tu sais, même dans des secteurs qui sont favorisés par la crise, la santé, l'alimentation. Il y a des startups qui ont le vent dans les voiles à l'heure actuelle. Oui, tu sais, il faut se rappeler qu'on a 17 de chômeurs. C'est clair, là, la crise de 2008 a accentué les inégalités. Bien, celle de 2020 aussi. Parce qu'on se retrouve avec une situation particulière. Puis nous, on le voit là dans notre quotidien, où il y a 17 de chômeurs au Québec. Puis mais tu as 20-30 de la population qui fait plus d'argent qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Parce qu'ils sont payés en overtime, ils sont payés ici. Alors, c'est vraiment une situation là, qui est vraiment spéciale. Qui évidemment, on pense que va se corriger une fois qu'on va être sorti complètement de cette réalité sanitaire et médicale-là, là, mais entre-temps, ça crée une drôle de situation. Absolument. Puis, tu sais, je sais que tout est très proche des entrepreneurs. Louis, tu es impliqué dans l'écosystème avec plusieurs organisations. Comment tu vois cette collaboration entre la banque et les startups, les entrepreneurs au cours des prochains mois? Est-ce que tu penses que la crise va intensifier la collaboration, effectuer un plus grand rapprochement? Comment tu vois cette relation-là évoluer là, au cours des... Je l'ai adressé tantôt, là, puis j'ai déjà fait part de ça à aux gens à Québec, là, puis à la mairie de Montréal, puis aussi à Ottawa. Là, ma crainte que le choc exogène du COVID ait un impact négatif sur les startups, sur la création d'entreprises au Québec puis au Canada. Donc, je pense que la première étape, c'est de s'assurer qu'on en discute là, comme un enjeu de société. Et donc, nous, on va faire notre part et puis on est prêt à travailler avec d'autres parties là-dessus. Ouais. Pour le reste, on va aussi, c'est pour ça qu'on travaille avec les entreprises à qui on donne un peu d'allègement. On va commencer pour essayer de ne pas étouffer les entreprises qui existent déjà. Ça va être déjà ça aussi. Oui. Et puis, on travaille, comme tu sais, un de mes grands dadas là, depuis toutes mes années comme président de la banque, c'est de s'assurer qu'il y avait un lien, c'était de s'assurer de rentrer là, la culture entrepreneuriale dans les écoles, les universités au Québec, surtout dans la grande région de Montréal. C'est pour ça qu'on soutient tous les accélérateurs et tous les incubateurs reliés au domaine de l'éducation à peu près au Québec, on les soutient. C'est absolument essentiel. Je pense que le système d'éducation a un rôle essentiel à jouer dans le repositionnement de notre économie à court et à moyen terme. Puis la différence entre Québec 2020, là, avant COVID, là, Montréal 2020 puis Montréal 2000, c'est la création de richesses qui a été créée au cours des 10-20 dernières années, qui est en accélération à Montréal, mais en grande partie grâce à un écosystème au niveau des startups qui est beaucoup plus présent puis qui permet à l'économie de Montréal de se régénérer. Et donc ça, je pense que dans le COVID et l'après-COVID, il faut juste s'assurer que notre écosystème startup demeure en santé. Alors, sur une base directe, nous, on continue de soutenir Osmo, évidemment, soutenir Real Ventures, soutenir les incubateurs, accélérateurs. Nous, un autre endroit où on est directement impliqué dans les startups accélérateurs, c'est au niveau du FinTech, bien sûr. Donc, on a investi directement dans une quinzaine d'entreprises. À peu près la moitié au Québec, l'autre moitié à l'extérieur du Québec.
Donc, ça, c'est directement pertinent, c'est directement dans notre métier. Absolument. On n'a pas le monopole des bonnes idées. C'est pour ça qu'on a fait le concours, évidemment, l'autre fois, là, qu'on a réussi à faire sur une base virtuelle là, d'une idée, là, d'une solution financière. On va poursuivre ça. Et puis, il y a évidemment tous les produits comptes bancaires et autres, là, toutes les trousses de départ pour entreprises, là, où on continue de soutenir les entreprises dans notre quotidien au niveau des opérations bancaires et tout ça. Super. J'ai une question d'un participant, Richard Forçant. Donc, rapidement, il nous reste quelques minutes. Une question pratique pour aider les startups à Montréal. Pouvez-vous voir avec HEC comment réouvrir l'incubateur HEC Banque Nationale, aider à l'adapter aux nouvelles règles de travail, ouvrir d'autres endroits dont les startups ont besoin pour repartir? Donc, très bon commentaire. J'étais même pas au courant qu'il y avait des enjeux de ce côté-là. Merci de me donner le heads-up, là. Un petit peu décevant de savoir qu'ils n'ont pas pu s'adapter tout à fait à la réalité du télétravail. Alors, je fais un suivi. Je sais que Tibi, tu es sur la ligne, là. Faites-moi donc une petite note là-dessus, là. On va faire des appels d'amour à quelques personnes là-dessus. Super. Bien, Louis, time's up. Merci pour ton temps. Merci d'avoir contribué, donné ta perspective sur les enjeux auxquels on fait face. Puis, je te dis à bientôt. Merci. Oui, et puis un grand merci de l'invitation. Puis, bonne continuation, bonne chance à tout le monde qui relève la grande aventure de l'entrepreneuriat, là, qui écoute l'appel aujourd'hui. Lâchez pas. Comme vous savez, toute crise amène ses opportunités. Puis je peux vous dire d'expérience, là, depuis 14 ans, c'est pas un cliché, c'est vrai. Alors, bonne continuation et au plaisir de se rencontrer. Super. Merci, Louis. Salut. Bye. Au revoir, Tibi. Rodolphe, David. Alors, bonjour. David, ton micro est on. All right. Messieurs, merci d'être là. Donc, deuxième segment de la rencontre aujourd'hui avec messieurs entrepreneurs David Côté, fondateur de Loop Mission, cofondateur, et Rodolphe Barrère, cofondateur et CEO de Potluck. Donc, merci messieurs d'être avec nous. Commençons par juste une petite intro rapide. Parlez-nous de vos business rapidement et de l'impact de la crise sur vos business dans quelques minutes. Après ça, on va commencer la discussion. J'invite les participants aussi à rentrer dans la discussion. Si vous avez des questions à poser, vous voulez intervenir, gênez-vous pas, on pourrait même ouvrir le micro. Fait que, allez-y, monsieur, je vous laisse y aller. David, veux-tu commencer? Oui, certainement. Merci de l'invitation. David, Loop Mission, on fait des jus pressés à froid contre le gaspillage alimentaire. On existe depuis 4 ans. On fait aussi maintenant de la bière faite avec le pain rejeté des boulangeries. On fait du gin avec les retailles de patates de Yum Yum. On fait aussi un projet avec AgroPure d'une autre ligne de bière faite avec le rejet de Perméa, qui est un sous-produit de l'industrie laitière qui est rejeté. Puis on fait aussi des savons avec l'huile végétale d'une chaîne de restaurants. Fait qu'en gros, on fait plein de produits en économie circulaire pour créer de la valeur avec qu'est-ce qu'il n'y en avait plus à ce moment-là. Parfait. Et bonjour à tous, Rodolphe Barrère. Merci pour l'invitation également. Donc moi, je suis le cofondateur de Potluck. Potluck, c'est une start-up de Montréal qui œuvre dans la recherche marketing, qui est le mot scientifique pour dire les sondages. En fait, on remplace les sondages par téléphone ou les sondages par ce qu'on appelle panel web, par des sondages sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Et donc, on travaille avec des marques partout dans le monde pour les aider à mieux comprendre leurs consommateurs en les interrogeant via les réseaux sociaux. Voilà pour ma part. Cool. Parlons un peu de la crise, là, juste l'impact de la crise sur vos business, David, juste en quelques mots, là. Comment ça a touché ta business? Puis, certainement. Il y a beaucoup de choses, évidemment. C'est dur en quelques mots, mais apprentissage de résilience, chose certaine. Apprentissage de rester calme aussi, parce que des crises, ça fait des vagues, en fait. Puis tu ne sais jamais où le creux de la vague. Puis on a eu peur, évidemment. Il y a eu un moment où j'étais parano, parce qu'il y a eu une semaine en particulier, qu'on était à 80% moins de nos ventes habituelles. C'était comme, oh my God, on est vraiment dans la merde. Puis là, finalement, j'allais faire des moves tout de suite, puis je me suis dit, on va attendre une semaine de plus, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis quand même dans l'alimentaire, c'est pas supposé de dropper autant. Puis finalement, ça a remonté, puis oui, on a eu une perte de vente, puis oui, on aurait été supposé de vendre plus en ce moment selon nos prix
financière. Mais étant dans l'alimentaire, je suis extrêmement reconnaissant parce que j'ai pas renvoyé personne. J'ai juste mis une personne à pied, puis il est déjà revenu dans l'équipe. Là. Ça a juste pris 6 semaines. Puis, tu sais, nos ventes sont encore présentes, nos relations sont encore là. Fait que c'est sûr que ça... Mais évidemment, l'équipe travaille plus. Fait que tu vois, c'est qui ton monde dans l'équipe qui sont résilients aussi pas mal. Ça, c'est clair. Mais je préparais longtemps, là, mais ça, c'est le topo. Peut-être l'impact de la crise sur tes revenus, ta clientèle. Oui, je dirais qu'on a eu accès à la subvention pour les gens qui ont en bas de 30 de leur revenu le premier mois, puis le deuxième aussi. Puis là, tu vois, le troisième mois, j'y aurais pas accès. Fait qu'en gros, on a eu un dip, mais là, on est revenu sur des ventes. On serait souhaité plus gros parce qu'on a plus de marché, fait que notre croissance serait souhaitée beaucoup plus grosse en ce moment. Ouais. Je te souhaite aux États-Unis en ce moment en exportation. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la glace, mais il y a beaucoup de dépenses qui ont été mises sur la glace aussi. Fait que quand tu es dans une business de croissance puis de top line, les dépenses, ils font grandir les ventes. Fait que là, on a stoppé nos dépenses, ce qui fait que notre bottom line... Il n'a pas changé tant que ça. Notre bottom line est presque meilleur, en fait. OK. Oui, parce que on va en parler tout à l'heure, tu es rentré aussi dans l'opération, dans l'usine. Fait qu'on va parler justement de ça, comment tu dégages des marges, puis comment ta business s'est transformée. Rodolphe, peut-être nous parler aussi de l'impact de la crise au niveau des revenus, puis ta business. Ouais, nous, ça a été assez intense au début, mais en fait, on a réussi à redresser assez vite. Nous, on a 3 verticales sur lesquelles on a toujours travaillé historiquement. Les centres d'achat. Donc, au Québec, c'est Ivanhoe, Cambridge, Cadillac Fairview, etc. Le commerce de détail, donc Aldo, Starbucks et compagnie. Et ensuite, on adressait via des partenaires indirects. Donc, nous, c'est beaucoup de firmes de consultation, donc McKinsey, Bain, BCG. On adresse tout le reste du marché. Donc là, on a carrément 2 verticales sur nos 3 verticales qui se sont éteintes du jour au lendemain. Nous, on fait des sondages sur pourquoi vous allez dans votre centre commercial, qu'est-ce que vous voulez retrouver, etc. Donc ça s'est éteint du jour au lendemain. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que de l'autre bord, en fait, il y a eu un effet de balancier. Tout le monde, toutes les marques à travers le monde doivent s'adapter à la nouvelle façon de consommer, que ce soit pendant le confinement ou post-confinement. Tout le monde parle du new normal. Et en fait, ça a fait une sorte de mini-boom dans le domaine du sondage, parce que finalement, on travaille avec Royal Canin, qui est de la bouffe pour chiens, pour savoir comment les gens au UK vont acheter de la nourriture pour chiens post-Covid, ou avec des marques en Italie, des marques de coiffeurs en Italie, pour savoir si la coiffure à domicile, ça va être une tendance qui va s'inscrire dans le temps, etc. Donc, nous, en fait, ça a fait, effectivement, on a vu 2 de nos verticales qui sont passées qui représentaient quasiment 50% du business à 0 du jour au lendemain. Mais en même temps, toutes les marques à travers nos partenaires de firmes de consultation, toutes les marques à travers le monde ont eu un regain de besoin de sondage, en fait, simplement. Donc, ça a été plus apeurant que la réalité. Les chiffres sont plutôt bons au final. Ça, c'est grâce au fait que vous ayez diversifié aussi vos sources de revenus, parce que ça, c'est effectivement le cas. Tu as 2 segments qui se sont effondrés, puis tu en as un qui a connu une croissance qui a offseté. Ouais, ça l'a accéléré, en fait. Il était déjà en forte croissance, et en fait, ça a continué d'accélérer la tendance. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, que la crise a été un vrai accélérateur de tendance. C'est pas moi qui invente ce concept-là, mais chez nous, ça a été très, très vrai. Puis hier, dans notre discussion, pour préparer cette conversation, on s'est dit, ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'impact de tout ça sur l'équipe, sur la culture, puis comment on était capable de faire un changement de culture ou non. Donc, j'aimerais qu'on aborde cette discussion-là sur justement le changement d'état d'esprit que ça a permis d'opérer comme leader. Ensuite, on va parler de l'impact sur la culture, l'opération, tout ça. Mais commençons par le leadership. Comment ça a affecté votre leadership? David, veux-tu y aller avec celle-là? Oui, c'est clair. Moi, je suis un gars de croissance, puis je suis un gars de nouveaux projets. Puis ça fait 2 ans que le board, puis ma femme, qui est la présidente, me dit toujours qu'il faut que j'aille à l'usine pour donner de l'amour, puis prendre soin, puis regarder c'est où les coûts qu'on perd, puis c'est où les bugs, puis pourquoi l'embouteilleuse va pas aussi bien, puis aller dans le grinder opérationnel. Puis ça m'a vraiment forcé à le faire, parce que j'avais le temps. Tout d'un coup, j'allais plus aux États-Unis, j'allais plus en Australie faire mes projets. J'étais pogné ici, là, puis on me dit, OK, il fallait que je m'occupe de ce qui se passe à l'usine, en fait. Puis ça a complètement changé mon style de management, parce que tout d'un coup, j'étais plus le gars de croissance puis de projet que le team opérationnel a peur. J'étais comme le gars tout d'un coup, parce que je fous le bordel, parce que j'ai toujours des nouveaux projets, puis eux sont pas prêts. Tout d'un coup, j'étais comme celui qui est à l'interne, qui comprend enfin
pourquoi je fous le bordel quand j'ai des nouveaux projets? Ben, c'est un apprentissage pour toi en même temps. Son équipe a capoté parce qu'il était comme, bon, là, tu vois, c'est comme qu'est-ce qu'on vit au quotidien dans l'usine quand on a autant de volume, etc., etc. Puis ça a été génial parce que j'ai installé une roulotte. En fait, j'ai loué une roulotte pour annexer sur l'usine parce qu'il n'y avait pas d'espace de bureau. Puis je me suis installé là, puis elle est encore là. D'ailleurs, c'est rendu c'est mon second bureau. Je pense que je vais prendre la visite d'y aller. Puis on a tweaké des trucs qu'on n'a jamais tweakés. Tu sais, tweaké des costs, tweaké des recettes, des choses que la plupart des business se doivent de faire pour être rentables. Ouais. Sauf que moi, je me suis toujours dit, oui, on va le faire, mais plus tard, parce qu'en ce moment, on veut croître. C'était une décision stratégique qu'on avait prise. Puis là, fait que là, on était là à regarder, OK, comment on fait pour augmenter le nombre de bouteilles à la minute? Comment on fait pour arrêter de perdre du jus d'un tuyau? Parce qu'il y a des tuyaux, puis on en perd un 25 litres par recette. Oui, tu as une perte. Ouais. Fait que là, tu sais, fait que j'ai commencé à mieux réfléchir de cette façon-là, puis installer plein de petits trucs, puis donner du love à mon team opérationnel qui me voit moins souvent, en fait. Absolument. Puis, sans le nommer comme ça, David, tu as fait comme une transition entre ce qu'on appelle un peacetime CEO et un wartime CEO. Tu sais, le peacetime CEO, c'est le CEO qui a le profil de croissance puis qui est toujours dans les projets, qui est dans l'exploration. Wartime, tu es dans le grinder, tu es vraiment dans l'opérationnel, tu es dans le micro versus le macro. 100%. Puis tu as fait cette transition-là sans la nommer, mais tu l'as fait. C'est pas tout le monde qui est capable de la faire parce que c'est comme c'est quasiment deux hémisphères de leadership différents. Rodolphe, parle-nous aussi de ton expérience dans ce sens-là. Nous, ça a été assez différent parce que j'ai dû réagir assez vite. Donc, pour vous donner une idée, on a divisé. Donc, nous, on est une start-up avec des fonds de capitaux de risque. On a levé 13 millions l'an passé. Donc, par définition, on perd de l'argent chaque mois. En une semaine, j'ai divisé par 2 le burn rate. Donc, j'ai coupé en 2 les dépenses de la boîte. Donc, je suis passé par une vague de licenciements. Je suis passé par une vague de coupure de coûts. On avait un bureau à Toronto qu'on a fermé. Donc, moi, j'ai fait quand même du management de mauvaises nouvelles. Et en fait, ça a drastiquement, le fait de devoir agir si vite et si intensément a drastiquement changé le style de management et ça a implémenté une nouvelle culture dans la boîte. Donc, j'ai mis en place une culture de l'urgence, une culture de comme si on allait mourir dans 2 mois, qu'est-ce qu'il fallait faire demain. En fait, je me suis mis dans la tête, à un moment, tu fais des trucs difficiles, tu regardes la liste des employés et tu dis qui je garde et puis qui je sors. Et en fait, tu te dis, OK, chaque personne dans la boîte doit contribuer significativement, doit contribuer énormément. Chaque personne, chaque employé doit être game changer dans la compagnie. Et ça, c'est la première fois que j'ai fait ça. Moi, je travaille que dans un contexte, j'ai commencé à travailler en 2010, donc je connais que des contextes économiques prospères, de la croissance économique et des levées de fonds. Puis là, on passe en mode survie. Et en fait, je me suis rendu compte que tu crées le noyau dur des employés avec ça. Tu as tous les gens qui sont motivés. On a dû couper des salaires, etc. Mais les gens, ils sont motivés, ils veulent défendre la boîte. Et en fait, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fort. Et puis, c'est la nouvelle culture de la boîte. En fait, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que cette nouvelle culture, cette culture de l'urgence, cette culture d'être sharp, d'être discipliné, etc., c'est pas une culture de transition. C'est pas quelque chose qu'on met juste en place le temps du confinement. C'est la nouvelle culture de l'entreprise. Voilà, exactement. Et donc, d'être beaucoup plus lean sur les coûts, etc. Donc, ça a été une grande claque pour moi et puis, bon, un peu par rebond pour les équipes. Et voilà, donc ça a dû passer par beaucoup de communication, évidemment, donc même de l'over communication. Je donne des coups de fil de manière aléatoire aux employés de l'équipe pour savoir comment ils se sentent. Transparence, mais absolue. Moi, j'ai toujours dit, c'est dans les valeurs de la boîte, la transparence. On donne des KPIs. Là, je suis allé plus loin. J'ai donné combien on avait sur notre compte en banque. J'ai dit combien on dépensait par mois. Et j'ai dit, regardez combien de mois il nous reste de run rate devant nous. Juste comme ça, tout le monde dans la boîte, du stagiaire au vice-président, tout le monde est au courant de combien il y a sur le compte en banque. Ça, j'avais jamais fait avant. Donc voilà, donc écoute, ça nous a fait un changement de culture drastique et qui est pour le mieux. Et moi, je me reconnais beaucoup dans ton peacetime CEO, from peacetime CEO to wartime CEO. C'est vraiment ça là. Quand c'est la crise, il y a 2 choses qui comptent, c'est les gens que tu as dans ta boîte et l'argent, et tu dois défendre ça. Les gens, le cash. Oui, tu défends ton cash. Rien d'autre qui compte, quoi. Exactement. Puis toi, ton côté, David, tu n'as pas eu à faire des coupures. Non, on a fait des embauches. C'est ça, fait que tu as fait des embauches, mais tu as quand même fait un changement au niveau de la culture. Peux-tu nous parler de ça? Puis comment le travail à distance a effectué un changement sur la culture que vous mettez en place? Oui, ben en fait, pour répondre à la première question, c'est pas vrai. J'ai fait des coupures, mais c'était pas des coupures parce qu'on est… C'est temporaire. Oui, mais non, c'était pas ça. C'est qu'en fait, parce que je suis rentré dans l'usine puis j'ai checké sur le plancher, mais j'ai vu qu'il y avait du monde qui ne marchait pas dans la place puis qu'il n'y avait pas la culture d'entreprise puis que ça ne fitait pas pantoute. Fait
C'est pour ça que j'ai fait un peu un ménage, si on veut, mais c'est pas j'avais le temps de le faire. Ça n'avait rien à voir avec la crise, en fait. La crise m'a juste permis de me forcer à y aller. Absolument. Je dirais par la suite qu'on s'est surtout rendu compte qu'on s'aimait dans l'équipe, en fait. On s'est rendu compte qu'on s'ennuyait. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui était à la maison. Mais c'est qu'il y a beaucoup de monde que leur employé était comme vraiment content de travailler à la maison. C'est comme enfin, je peux être à la maison, je ne suis pas obligé d'aller à la job, c'est plate. Mais on s'est rendu compte qu'une grosse partie de notre équipe était comme, hey, on s'ennuie de vous autres. Ils sont où nos 5 à 7? Quand est-ce qu'on va faire ça? Ouais. On s'est rendu compte aussi que, par contre, on donnait plus d'informations à notre team, puis on était plus transparent sur les projets en étant à distance qu'en étant dans le bureau. Parce que nous, on vit dans un bureau ouvert, un open office. Fait que Julie et moi, on a toujours l'impression que vu que c'est un open office, puis qu'en ce moment, ils m'entendent sûrement en train de parler, que ça fait que les gens sont au courant. Mais pas tant, en fait. Puis le fait tous les vendredis, nous, on faisait une session de gym, fait que tous les staffs, pendant 30 minutes, on faisait du sport, puis c'est Julie qui coachait le sport ou un employé qui est Anne. Puis après, on se forçait pour prendre une heure pour jaser de où est-ce qu'on en est. Tout le monde disait un peu qu'est-ce qu'il faisait dans leur département. Puis c'est quelque chose qu'on va continuer à instaurer même après, en fait, cette espèce de fusion-là pour être certain que tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Même si on pense qu'on sait que le staff le sait, c'est jamais vrai. C'est toujours bon de répéter puis de répéter où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ce que j'ai découvert, en fait. Puis ça, c'est forcément le télétravail t'amène là parce que c'est plus le même mode de communication. Puis on en parlait hier, puis je trouve ça intéressant, nous-mêmes dans l'équipe ici, là, on était forcés là, de mettre en place plus de meetings, plus de touchpoints. Rodolphe, hier, tu parlais des appels que tu fais auprès de ton staff. Peut-être nous parler, justement, vous deux, comment le travail à distance a impacté le modus operandi, l'opération de la business. Rodolphe, veux-tu la prendre, celle-là? Ouais. Écoute, nous, c'était pas un si gros choc que ça, parce que, bon, vous l'entendez à mon petit accent, l'entreprise, il y a la moitié du staff en France, la moitié du staff au Canada, donc on est habitué à gérer des projets transatlantiques. Là, on fait ça toute la journée depuis plusieurs années maintenant. Donc, on était vraiment équipés, et puis du jour au lendemain, passer remote, là, c'était pas grand-chose. Nous, ce qui s'est passé, ce qui était assez drôle, c'est que notre équipe de dev a partagé les meilleures pratiques au reste de l'équipe en disant, voilà, nous, on est habitués à faire du remote work, du télétravail, voici comment il faut faire, etc. Donc, ça a mis sur le stage central l'équipe de dev, c'était assez cool. Et après, moi, je me suis beaucoup enquis de savoir comment les équipes allaient, etc. Puisqu'en fait, on est tous très inégaux face au télétravail. Forcément, plus on est senior, plus on a de l'argent, plus on a de l'ancienneté dans une boîte, etc., plus c'est facile. Par contre, pour des gens plus jeunes qui vivent dans des colocations, qui n'ont pas forcément de climatiseur, qui ont du bruit, etc., c'est beaucoup plus difficile. Donc, il ne fallait pas partir du principe que ma situation personnelle de télétravail est très bonne, mais il ne fallait surtout pas partir du principe que c'était le cas pour tout le monde. Et il y a des gens pour qui c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on réouvre les bureaux. D'ailleurs, à partir de cette semaine, on réouvre alors vraiment juste 5 personnes sur 50. Enfin, c'est vraiment un tout petit peu, mais c'est vraiment pour aider les gens. Comment vous sélectionnez ces personnes-là? Sur quelle base? C'est auto-sélection. Donc, en fait, on fait circuler on sait bien faire ça, nous, les sondages. Donc, on fait circuler des sondages à l'interne. Et puis, on voit les gens qui disent, voilà, moi, le télétravail, c'est pas idéal pour moi, pour plein de raisons, parce que tu as des enfants à la maison, parce que, tu as toujours envie de manger ou de dormir, de regarder la télé, ou alors, tu sais, tu as plein de raisons où tu as du bruit, où tu as des colocs, où il fait trop chaud, il fait trop froid. Tu as plein de raisons pour lesquelles, je veux dire, nous, on a des gens à Paris, ils n'ont même pas de bureau chez eux, là, ils ont un studio et puis ils travaillent de leur lit, là. Donc, ça marche pas. Donc, nous, sur cette base volontaire, on permet aux gens de retourner au bureau à partir de la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. On a mis en place toutes les mesures de sécurité. Si tout le monde se porte volontaire, comment tu vas sélectionner? Non, mais c'est premier arrivé, premier servi. Et puis, les gens sont… Voilà, ce que disait David, nous, je le ressens aussi, je ne le répète pas, mais voilà, le côté tout le monde s'aime, tout le monde est super bienveillant. Là, c'est vraiment ce que j'ai vu. Les gens, ils savent pour qui c'est galère le télétravail. Là. Tout le monde parle. Nous, on est une équipe de 60. On n'est pas comme les extravertis, là, ils lèvent la main, là, les extravertis. Voilà, et puis c'est ça. Puis on check. Donc, on sait pour qui ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est eux qui, en premier, bénéficieront de la réouverture des locaux. Et au contraire, j'ai plutôt le problème que tout le monde veut laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que tout le monde est trop bienveillant, plus que tout le monde va sauter sur l'occasion pour aller au bureau. Donc voilà, après, on doit effectivement définir c'est quoi le fameux future of work. Là, c'est quoi les guidelines qu'on donne en tant que compagnie demain sur le télétravail. Ça, c'est un gros travail de fond de réflexion. Probablement un modèle hybride. J'y crois pas, moi, les business qui vont être 100% remote. C'est sûr que ça marche quand tu es une business de tech et tu as juste des devs, des équipes de devs à gérer.
Mais si tu as du marketing, de la production comme David, tu ne peux pas avoir production, 100% de ta business, c'est impossible. L'usine en télétravail, l'usine, ça oublie marche, ça. ça Fait que, puis tes équipes de vente, tu as besoin de cette énergie-là. David, peut-être nous parler de justement comment tu vois ça, toi, le retour à une nouvelle normale au niveau opérationnel. Ça va pas être remote, ça c'est sûr, mais comment tu vois ça? Nous, on allait signer, j'étais sur le bord de signer un bail commercial, pignon sur rue, sur Jean Talon, pour qu'on ait un bureau lifestyle avec un café, avec un autre café, un partenaire qui allait faire le café au front, puis c'était quand même beaucoup d'argent, fait que je suis vraiment content de ne pas l'avoir signé. J'ai comme été sauvé. Parce que maintenant, on regarde ça et on est comme, OK, ben, on a-tu vraiment besoin, ici c'était trop petit, mais là, on peut-tu faire des rotations? Est-ce qu'on peut faire la moitié du staff qui est là une journée, l'autre moitié qui est là l'autre journée? Fait, on se rend compte qu'on a peut-être des coûts fixes qu'on n'a pas de besoin, en fait. Ouais. Qu'on pourrait peut-être mettre ailleurs, tu sais, puis fait que c'est... Moins de pieds carrés, probablement. Moins de pieds carrés, puis mettre plus dans des activités pour qu'on se rencontre ailleurs que dans l'espace de travail, tu sais, fait qu'on est beaucoup en réflexion là-dessus. Mais c'est clair que ça l'a clairement éveillé des réflexions. Là. Ça a allumé l'étincelle de OK, bien, pensons différemment. Parce que même si on pense qu'on pense toujours différemment, en fait, non. On est toujours bien dans notre moule. Puis même si on se pense innovateur, mais quand on a été innovant, en fait, c'est les plus grands innovateurs qui, des fois, arrêtent de l'être parce qu'on surfe sur notre innovation. Absolument. Et on focus sur un type. Nous, on est dans le food, fait qu'on focus sur les innovations de food, mais est-ce qu'on innove vraiment notre façon de gérer nos employés ou l'équipe? Fait qu'on regarde. Là, hier, tu parlais de commercialisation en ligne, puis tu tripes sur le data. Là, tu es en train de t'initier à cet univers-là. Ça a changé ma vie, ça, parce qu'avant la crise, en fait, on n'avait pas de site web transactionnel. Puis tout le monde nous le disait depuis des années, faites-le, faites-le. Puis moi, je faisais l'autruche un peu parce que j'étais un peu un dinosaure côté site web transactionnel. Puis finalement, on l'a finalement fait parce qu'on n'avait pas le choix. Fait qu'on a pris une partie de nos ressources. Fait qu'au lieu de les mettre à pied, on a dit, ben gang, faites-nous un site web. Puis ce qu'on a fait, puis c'est... Je tripe comme un bébé avec un jouet et du chocolat, j'en reviens pas. C'est indécent comment c'est le fun, les ventes web. Ben oui, le data, quand tu commences à goûter à la donnée, là, c'est... Faut pas que je regarde parce que je passe ma vie dessus, parce que je peux voir live, c'est quelqu'un où qu'elle habite, puis elle est sur quelle page en ce moment, puis qu'est-ce qu'elle a mis dans son panier. Tu peux y écrire pour dire « Bonjour Thérèse, je vois que ça n'a comme pas de bon sens. » en fait. Puis en plus, c'est un cash flow positif. Tu sais, nous, on travaille avec des grands partenaires, des Loblaws, des Sobeys, des Costco, puis c'est tout du monde qui paye, mais qui paye toujours plus lentement. Parce que 90, 120 jours. 90 jours, tu sais, puis c'est comme ça dans l'industrie, puis that's it. Puis là, tout d'un coup, on est payé avant de shipper nos jus, avant même de les faire. Fait que c'est Julie, là, pour le portefeuille, elle est contente. Ben oui. Hey, les gars, on est presque à la fin. On déborde un peu, mais j'aimerais ça aborder la dernière question. Tu sais, une crise, ça force à se recentrer sur notre core business, notre cœur de métier. Rodolphe, as-tu une meilleure équipe aujourd'hui et pourquoi? Oui, j'ai une meilleure équipe. Pourquoi? Parce qu'on est passé... un jour, j'ai dû aller dans ce qu'on appelle le Operational Committee, là, juste avec tous les plus seniors. Je suis arrivé et j'ai dit, bon les gars, on va devoir couper 20% de notre salaire à nous, le management. Qu'est-ce que vous en dites? Et quand j'ai vu que je n'avais pas eu une seule seconde d'hésitation des 7 ou 8 personnes qui sont dans ce comité-là, et que tout le monde a dit oui, mais bien sûr, mais c'est même pas une question, bien sûr, on coupe, alors que tout le monde vient d'avoir des bébés, a des prêts, des hypothèques. Je veux dire, on a tous des situations financières qui nous sont propres. C'est là que je me suis dit qu'on avait une belle équipe. C'est ce jour-là, c'était un très fort signe. Que les fondateurs fassent ça paraît être une évidence. Naturel. Mais que toute ton équipe de management décide sans l'ombre, prenne cette décision sans l'ombre d'un doute. Moi, ça m'a prouvé qu'on avait une équipe plus forte. Et puis après, évidemment, quand je vois tous les trucs qu'on a mis en place au sein des équipes, on fait des concours photos hebdomadaires, on organise plein de trucs là à l'interne pour que ça soit toujours le fun. Parce que ça a toujours été une compagnie où Potluck, c'est toujours une compagnie où c'est plaisant de travailler juste parce que c'est drôle, quoi. Et donc, on a réussi à maintenir cette équipe, ce côté bon enfant au sein des rangs. Et ça, c'est une valeur inestimable. Donc oui, j'ai une équipe plus forte. Et je pense que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et chez nous, c'est on ne peut plus vrai. Puis toi, David, as-tu une meilleure équipe aujourd'hui? 175%. Mais tu sais, l'adversité, c'est ça que ça fait. Hein? Quand tu mets du monde sur un bateau, puis tu les envoies en tempête, puis tu regardes, puis tu montes le stress à fond, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de groupe,
tu vois tout. Tu vois la dynamique des groupes, tu vois c'est qui les leaders, tu vois c'est qui sont plus récalcitrants, tu vois ceux qui sont moins down pour le changement. Puis après ça, ben, puis c'est aussi quand tu mets le monde dans le stress, ben, ça crée de l'adversité, mais ça va aussi créer des conflits, mais ça va résoudre des conflits aussi. Parce que si tu ne Absolument. pousses pas à. Parce que souvent, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont non communiquées. Puis quand tu es dans l'adversité, ben, ces choses-là sont palpables, on les voit, elles sont trop évidentes parce que les gens sont à bout. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, tu peux mettre une table pour dire OK, ben, maintenant qu'on voit qu'il y a des conflits, on va faire une résolution de conflit. Absolument. J'ai en gros 2 personnes là, dans l'usine, entre autres, qui ne s'entendaient pas bien, en fait. Puis ces deux bons, sont écœurants, ils ont juste un style On est tous différents de notre façon de manager, puis notre façon de voir les choses. Puis je les ai mis ensemble, puis on a finalement compris pourquoi ils ne s'aimaient pas, puis qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient aussi différents. Puis on dirait qu'il y a eu une espèce de compassion mutuelle l'un pour l'autre, que tout d'un coup, c'est pas les meilleurs amis, mais ils travaillent vraiment bien ensemble, puis ils se comprennent, en fait. Oui, c'est beau, ça. Je pense que quand il n'y a pas des moments de stress, d'adversité comme ça, ben ces choses-là restent souvent en dessous du tapis, ça ne ressort pas nécessairement. Ça met tout sur la table. Une crise économique comme ça tout est sur la table. Ouais. Vous connaissez l'expression de Warren Buffett? C'est quand la marée devient basse, c'est là que tu vois qu'il porte un maillot de bain. Hey les gars, merci de votre temps. David, je pense à ça, tu pourrais être intéressé par les services de Potluck, si vous ne l'avez pas fait encore. Oui, j'ai failli dire au début quand il expliquait ce qu'il faisait, j'ai dit, écoute, on va s'appeler. Ça peut être cool. Potluck, tu pourras avoir un nouveau client là, je pense. Là. Eh bien, écoute, avec plaisir, on fera un discount startup montréalaise. J'espère que j'ai un discount. Excellent. Hey, salut les gars, merci de votre temps, de votre implication, puis bonne chance pour la suite. Yes. Salut, bye bye. Ciao. Merci à tous. Bye. Au revoir. Alors, on poursuit vers le dernier segment de notre édition de la semaine. Aujourd'hui, juste pour parler des mesures économiques, les dernières mesures annoncées. Donc, on a eu moins d'actions de ce côté-là cette semaine. On a donc, je vous rappelle que le déconfinement a démarré le 25 mai dernier. Il y a eu un prolongement de la subvention salariale d'urgence jusqu'à la fin août. Donc, ça, c'était certains des highlights, des faits saillants de la semaine dernière. Je rappelle aussi qu'il y a eu un élargissement des critères d'admissibilité au programme garantie de prêt. Donc, les entreprises dont la masse salariale était de moins de 20 $ sont maintenant éligibles. Les dernières mesures annoncées cette semaine, le service d'aide à la résilience des entreprises, donc le fédéral a annoncé la mise en ligne d'un service téléphonique avec des conseils au niveau de la planification financière. Il y a l'ouverture des inscriptions à l'aide d'urgence du Canada pour le loyer qui s'est faite cette semaine également. Et il y a aussi un nouvel outil de navigation des mesures par le fédéral, donc qui va être disponible. Je crois qu'on a le lien dans notre présentation. Sinon, on va vous le faire part dans une de nos infolettres. Les préoccupations de la semaine des entrepreneurs, comment faire rayonner mon entreprise en mode virtuel, donc nouvelles stratégies et nouveaux outils pour la commercialisation en mode virtuel. Ça, c'est un sujet qu'on va tenter d'aborder au courant des prochaines semaines. Beaucoup de questions par rapport à la cybersécurité qui semble être aussi une préoccupation. Et le retour au bureau graduel, donc comme toute entreprise, nous autres aussi à Notman, donc on a réfléchi à cette question, donc le retour au travail et les nouvelles normes sanitaires à mettre en place dans les lieux. Ça, on va les communiquer au courant de la prochaine semaine. Donc, ce sont les préoccupations de la semaine de nos entrepreneurs. Vous pouvez donner votre avis sur ce webinaire. Donc, le lien est dans la zone de dialogue de Zoom. Vous pouvez aussi répondre par le lien qui va être dans la présentation qui va être envoyée, la copie de cette présentation-là qui va vous être envoyée, qui va vous être transmise au courant des prochains jours. La semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire, donc on passe en mode bimensuel maintenant, donc il va y avoir un webinaire à chaque 2 semaines. Donc le 10 juin à 14 h et le prochain, on va avoir Andrew Lockheed, cofondateur et CEO de Stay22, Yann Raymond Lalande, cofondateur et CEO de Chronométrique, Inès Holzbar, fondatrice et associée directrice à Morchem, membre de Réseau Capital, et un autre investisseur membre de Réseau Capital. Donc, Réseau Capital va venir nous parler de leur recherche récente sur
l'investissement au Québec, notamment dans l'écosystème startup. Et n'oubliez pas qu'on a nos ressources sur notre site web bonjourstartupmtl.ca et on a également notre canal Slack, donc Bonjour Startup, où il est question des mesures et des échanges aussi entre entrepreneurs. On est rendu à plus de 1500 inscrits à notre canal, donc dans Slack. Ceci termine notre webinaire du mercredi 27 mai. Je vous remercie d'avoir participé et